L'inspecteur Planck en souterrain. Un livre de José Schmelz. Chapitre 3. Surprise au sous-sol. Pour amorcer son enquête, Salomé fit un petit tour au parc de la Tête d'Or, accompagnée de Malik, Marion et l'inspecteur. Elle voulait voir les lieux que Malik avait photographiés, ce qui permettrait peut-être aussi à ce grand gourmand de se remémorer quelques détails. À peine le groupe arrivé sur place, Salomé surprit ses compagnons en se dirigeant droit vers un stand de hot-dog et autres mets plutôt gras ou sucrés. Malik s'écria « Yes, Salomé, je suis sûr qu'on va s'entendre. Tu prends un double ou un triple hot-dog, avec supplément mayo barbecue ou moutarde chutney de figue ?» Le gourmand de service fut bien déçu, car Salomé venait simplement questionner les vendeurs, qui n'étaient autres que les propriétaires du stand de hot-dog. Salomé les avait rencontrés il y avait de cela 1 an à peu près, et elle avait tout de suite été séduite par la poésie un peu rugueuse de ces deux rigolos, prénommés Bart et Kirk. Prononcé Kirk, bien sûr, sinon ça ne fait pas américain et donc ça fait ridicule. Enfin, encore plus ridicule. Leur slogan, c'était, d'un côté de la camionnette, avec Kirk et Bart, le green hot dog, ça farte. Et de l'autre côté de la camionnette, avec Bart et Kirk, le hot dog bio, c'est jamais Burke. Pas vraiment subtil au niveau littéraire, les cuistots, mais vraiment sympathiques. Et surtout, ils vous faisaient déguster un délice de sandwich bourré d'ingrédients qui avaient poussé à quelques kilomètres seulement. Que du bon pour la santé et pour les papilles. Bref, exactement l'inverse de certains restaurants ou fast-food venus d'Amérique qui vendent leur satané malbouffe. Mais là n'est pas le sujet. Comme le pressentait Salomé, Bart et Kirk se souvenaient du triple cheese dog avec supplément barbe à papa, commandé par Malik, et ils se rappelaient effectivement avoir vu un groupe de gars assez louches, vêtus de vert, décharger d'une camionnette des sacs nombreux et volumineux. Ce n'étaient pas les agents habituels des espaces verts, c'est sûr, mais à part ça, les deux cuisiniers du parc ne se souvenaient de rien de très précis. Salomé semblait par ailleurs très accroché à son téléphone. Quelques mystérieux messages plus tard, Marion et Malik n'y tinrent plus. « Mais à qui écris-tu sans cesse, Salomé ? C'est vrai, on nage tous en plein mystère, mais on a l'impression que tu nous caches quelque chose, toi aussi. » Salomé les rassura. « Allez, je vous le dis, je discute avec un ami, un peu plus qu'un ami d'ailleurs, qui va nous aider grandement, parce qu'il a des compétences très spéciales dans les domaines de l'informatique, de l'espionnage, et qu'il a ses entrées et de bons contacts dans le bâtiment que vous voyez par là-bas. » Salomé désignait un bâtiment assez laid et bien gardé qui, d'après elle, abritait le siège d'Interpol, la structure qui organise la coopération entre les polices au niveau international. « Oh là, c'est bon, conclut Malik, un brin agacé. Il est très spécial, tu l'aimes bien, et je parie qu'en plus, c'est un super beau mec. » Salomé ne put que répondre par un grand « pfff » exaspéré face à cette question inutile. Mais bon, ce n'était pas faux. Elle trouvait Justin carrément séduisant, et ça n'était pas nouveau. En attendant, Justin opérait dans l'ombre tel un sous-marin dans l'obscurité profonde de l'océan, et il parvint à envoyer des informations de première importance. Grâce aux données des opérateurs de téléphonie, il avait pu identifier un groupe de téléphones portables présents sur les lieux le soir où Malik avait pris des photos. Et, comme par hasard, 7 de ces téléphones avaient été repérés ensemble, regroupés dans un même bâtiment, de l'autre côté du quartier de la Croix-Rousse, au bord de la Saône. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Le mieux était de s'y rendre immédiatement. Planck s'étant perdu dans les allées du parc, sûrement subjugué par les girafes ou les flamants roses du zoo, seuls Marion, Salomé et Malik partirent vers le lieu indiqué par Justin, et empruntèrent le tunnel creusé sous la colline de la Croix-Rousse pour rejoindre l'autre cours d'eau coulant à Lyon, la Saône. Ils arrivèrent à proximité d'un vieux bâtiment, jadis utilisé pour stocker diverses denrées alimentaires, mais qui servait aujourd'hui, d'après le panneau d'entrée, à la culture de l'endive et du champignon, probablement en sous-sol, à l'abri de la lumière. Comme des hommes au visage patibulaire montaient la garde, Salomé conseilla à Malik de faire demi-tour au cas où un des gardes serait de ceux qui l'avaient assommé et volé. On ne pouvait courir le risque que Malik soit reconnu.
Marion accompagna encore son ami quelques dizaines de mètres et continua son chemin seul, pendant que Salomé contournait le bâtiment pour s'y introduire. Marion avait pour consigne de rejoindre Malik et l'inspecteur amateur d'animaux sauvages en cage, et surtout de prévenir Justin des derniers événements du terrain, surtout si quelque chose tournait mal, en utilisant un mot de passe secret connu uniquement de Justin et d'elle-même. Tout cela commençait plutôt bien. La situation paraissait maîtrisée. Mais c'était compter sans les initiatives que l'inspecteur Planck ne manquait jamais de prendre. Pas si perdu que ça, il avait suivi de loin le trio et avait tenté une approche discrète de l'entrepôt d'endives. Au niveau de la discrétion, Planck rime souvent avec manque. Il faut dire qu'un vieux panier en osier n'était pas un déguisement suffisant pour transformer un inspecteur en vieux papy lyonnais qui voudrait acheter des endives. Les deux vigiles, bien qu'assez peu intelligents, sentirent l'entourloupe et ils eurent tôt fait d'assommer, d'embarquer et d'enfermer le malheureux Planck juste à l'avant du hangar. Salomé, quant à elle, progressait à l'arrière du bâtiment. Elle trouva un escalier menant au sous-sol et s'y engagea sans même un frisson d'inquiétude. Probablement son ignorance du danger lui jouerait-elle un jour de mauvais tours, mais jusqu'ici, cela s'était toujours bien terminé. Le premier niveau sous le bâtiment était bien consacré à la culture de l'endive et des champignons, pas de doute. Quelques rares ouvriers y travaillaient pour arroser, nettoyer, déplacer les bacs, vérifier la pousse, conditionner et expédier les endives matures, par exemple. Jusqu'ici, rien de bien inquiétant, et rien qui nécessiterait des gardes à l'entrée. Interpol confirmerait certainement que les voleurs d'endives et les braquages de caves à champignons restent assez rares. Mais en arrivant au deuxième sous-sol, Salomé n'en crut pas ses yeux. Ce n'était pas une presse qu'on avait installée dans cette cave, comme celle qu'un courageux résistant avait transportée en pièces détachées de Grenoble à Lyon durant la Seconde Guerre mondiale, mais bien une douzaine de machines à imprimer et de presses rotatives. Et cette fois, ce n'était pas pour diffuser les tracts de la résistance contre les nazis. Cette petite usine souterraine devait produire au bas mot des milliers de faux billets par heure pour un montant de plusieurs millions d'euros. Guidé par sa curiosité, Salomé suivit ensuite le couloir qu'empruntaient à intervalles réguliers les chariots de billets pour sortir de la salle des presses. Où ces chargements partaient-ils et où refaisaient-ils surface ? On était en plein centre de Lyon. Comment évacuer une telle production de fausses monnaies ? Pour en savoir un peu plus, Salomé se cacha derrière une porte et s'engouffra dans le couloir entre deux départs de chariots, mais en restant assez proche du chariot de devant pour ne pas se perdre. Elle dut se retenir 100 fois de hurler en avançant parmi les toiles d'araignée ou en glissant sur des marches et des pavés devenant de plus en plus humides. Il lui sembla que la voie s'enfonçait sous terre, en direction de l'est, voire passait sous la rivière, la Saône, ce qui expliquait probablement les infiltrations d'eau et l'humidité ambiante. Le couloir finit par remonter et par retrouver un degré d'hygrométrie supportable. On arrivait à présent dans les caves d'un bâtiment plus moderne ou récemment restauré. Les chariots de billets étaient déchargés dans une salle qui jouxtait un coffre-fort. Salomé se demandait vraiment où elle pouvait être. À la faveur d'un petit soupirail, elle put se hisser et observer la rue. Elle connaissait très bien les lieux. Bien qu'elle n'eût pas l'impression d'avoir marché si loin, elle était bel et bien rue de la République, et d'après ce qu'elle voyait au dehors, juste en face du grand café au Beaujolais joyeux. Cela signifiait que tous ces billets arrivaient dans le coffre-fort de la Banque des Bahamas, récemment installée. Celle-ci avait défrayé la chronique lyonnaise, autant en raison du luxueux jardin intérieur qu'on avait aménagé sans respecter le style du bâtiment, qu'en raison du statut de paradis fiscal des Bahamas. Pour les petits curieux, un paradis fiscal, en gros, c'est un petit pays où on ne paye que très peu ou pas d'impôts. Du coup, certaines entreprises ou certains citoyens étrangers, des Français notamment, qui gagnent quelques petites centaines de millions d'euros par an, vont y cacher leur argent pour éviter de participer au financement du service public, des écoles, des hôpitaux ou de la police dans leur propre pays. Tous ces faux billets allaient donc directement dans les coffres d'une banque. Le lien avec les hommes encagoulés de verre et leurs gros sacs photographiés par Malik restait encore à éclaircir. Sans doute était-ce une autre étape du transport des billets ? Ou bien l'approvisionnement en papier et en encre ? Mais Salomé en avait vu assez. Il fallait maintenant retourner en arrière, remonter à la surface et prévenir l'inspecteur Planck et la police lyonnaise de tout ce trafic illégal, en espérant que rien ne serait arrivé entre-temps au reste de la troupe. La seule inquiétude de notre héroïne,
Et la principale faille dans son expédition souterraine était l'impossibilité de communiquer avec Justin. Si les gardes et les faux monnayeurs n'utilisaient pas leur smartphone, ce n'était ni pour se protéger des ondes des téléphones portables, qui seraient néfastes pour leur cerveau par ailleurs assez peu développé, ni pour jouer sans tricher à cache-cache avec leurs comparses. C'est parce qu'aucun téléphone portable ne pouvait capter de réseau dans ces sous-sols aux murs épais. Raison de plus pour se sauver au plus vite.